Rémi, des enfants sans armes, massacrés le 24 octobre dernier au sein de leur établissement à Kumba, dans la région du Sud-Ouest. Une innocence arrachée, des rêves brisés. La nation meurtrie s'est arrêtée ce samedi 31 octobre, décrété jour de deuil national pour ces 7 anges. Les Camerounais se lamentent à travers le pays, mais aussi sur ce plateau de scène de presse où nous rejoignent le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandji, et Albert Djembonde, le chef du service politique du poste national de la CERTIVI. Messieurs, bonsoir. Alors, monsieur le ministre, commençons par le point de l'enquête. Une semaine pratiquement après le drame de Kumba, on sait qu'il y a eu des neutralisations, mais il y en a eu combien? Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces tueurs présumés et les donneurs d'ordre? Merci pour la question. À ce stade, il est encore prématuré, n'est-ce pas, de donner les détails. Vous savez que dans le message de condoléances du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aux familles endeuillées, le chef de l'État a prescrit une enquête approfondie. Et puis, cette enquête a été confiée au ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Ces équipes sont à pied d'œuvre. L'autre jour, je crois que le ministre de la Communication a rendu public un détail sur des personnes qui ont été neutralisées. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre, ils sont en train de travailler. Les terroristes seront traqués dans leur dernier retranchement. Ils ne pourront pas fuir parce que c'est un crime crapuleux. Je parlerai même d'une effroyable boucherie. Les jeunes enfants à la quête du savoir qui ont été brutalement assassinés, c'est inacceptable. Vous savez que l'éducation est un droit inaliénable que l'État accorde aux enfants et que l'État garantit à tout le monde. Et l'enquête ira jusqu'à terme. Et je peux vous dire qu'il y a de très bons résultats qui attendent cette enquête. Alors, monsieur le ministre, vous avez parlé de boucherie dans un établissement scolaire. Pourquoi un établissement scolaire et précisément pourquoi celui-là? Alors, vous savez, les terroristes prêchent l'obscurantisme. Il n'y a pas de logique. Ces terroristes, c'est des êtres véreux sans foi ni loi. Et vous savez que le problème avec le terrorisme, c'est que, en fait, la sécession a échoué. Le président de la République a gagné cette guerre contre les sécessionnistes. Et les sécessionnistes ont voulu prendre en otage l'école. Ils prêchent le boycott de l'école, les filles sont violées, les parents sont tués, et puis on distille des menaces, les messages de menaces. Mais alors, cette année, les choses ont changé. Ça veut dire que quand vous regardez les rapports des gouverneurs des régions, on constate quand même que la rentrée scolaire 2020-2021 était un succès sur tous les plans. Et vous voyez qu'à 10 jours de la rentrée scolaire, il y avait pratiquement 300-400 000 élèves dans les écoles, ce qui n'était pas le cas des années antérieures. Alors donc, qu'est-ce que les terroristes veulent faire? C'est-à-dire assassiner les enfants pour distiller la peur. C'est-à-dire, comme il y avait déjà cette dynamique où les parents ont décidé d'accompagner les enfants à l'école, il fallait donc briser cet élan de succès. Donc je crois que c'est ça le problème. C'est là où se trouve le problème. C'est que l'année scolaire était vraiment un succès. Et nous avons des statistiques des années antérieures. Et alors, comme les terroristes ont toujours voulu prendre l'école en otage, cette fois-ci, ils ont constaté que ça n'a pas marché. Donc il fallait poser cet acte odieux, n'est-ce pas, pour faire peur aux enfants, pour en quelque sorte perturber, n'est-ce pas, cette dynamique qui était déjà en train de prendre corps. Mais nous leur disons que l'État ne sera pas ébranlé. Monsieur le ministre, vous avez parlé de la peur. Nous avons ce phénomène de propriétaires des établissements scolaires qui se sentent obligés de donner de l'argent aux séparatistes, et pourquoi pas dire aux criminels. Pour beaucoup, ça peut être la raison de cette carnage à Kumba. Qu'est-ce que vous dites à ces propriétaires des établissements? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce phénomène? Alors, c'est ça, je suis content de commenter sur cette affaire-là. Vous savez, il y a des personnes qui, soi-disant, achètent, n'est-ce pas, la protection de leurs biens en donnant l'argent aux terroristes. Mais c'est un jeu extrêmement dangereux.
Parce que le terroriste n'a pas d'amis. Ça veut dire qu'ils viennent vous dire, donnez-moi de l'argent, je ne viendrai pas vous attaquer. Vous donnez de l'argent aujourd'hui. Il va dépenser cet argent. Et quand l'argent finit, il revient vers vous en disant que donnez-moi l'argent. Et si vous dites que vous ne donnez pas, vous immédiatement, vous devenez le cible, vous devenez une cible des terroristes. C'est ça le problème. Donc nous disons aux gens, ne donnez pas l'argent aux terroristes. C'est-à-dire parce que si vous donnez aujourd'hui, vous allez donner demain. Donc nous leur disons, pour la protection de vos établissements, des écoles, des commerces, l'État met en place des mécanismes de surveillance. C'est-à-dire, la mission régalienne de l'État, c'est quoi? La protection des personnes et leurs biens. C'est une mission régalienne de l'État. L'État a ce que je peux appeler le monopole de la violence positive. Voilà pourquoi le policier est là pour vous protéger. Voilà pourquoi le gendarme est là pour vous protéger. Voilà pourquoi l'armée est là pour vous protéger. Donc nous disons aux parents, aux propriétaires d'école, ne leur donnez pas l'argent parce que c'est peine perdue. Vous donnez aujourd'hui, ils reviendront demain pour vous demander de l'argent. Si vous ne donnez pas, bon, vous serez donc la personne à abattre. Monsieur le ministre, vous dites que l'État met en place des mécanismes de sécurité, un dispositif sécuritaire conséquent, mais comment comprendre que ces assaillants aient pu venir opérer, aient pu venir sévir et puis repartir plus ou moins sans être inquiétés? Alors, je voudrais vous dire que le terrorisme, d'abord, c'est une nébuleuse. Hein. C'est-à-dire, lorsqu'on lutte contre les terroristes, on peut dire que c'est une guerre asymétrique. Ou parfois, votre ennemi peut être votre voisin. Et puis, depuis qu'il y a eu cette attaque à Koumba, nous suivons partout, on dit vraiment peut-être les mesures sécuritaires n'étaient pas adéquates, l'État aurait dû faire ceci, l'État aurait dû faire cela, mais ça n'a pas été fait. Mais regardez dans le monde entier, vous savez, les terroristes attaquent partout. Vous avez vu en plein Paris, dans une salle de spectacle, je crois le Bataclan, les terroristes ont frappé, ils ont tué plus de 100 personnes. À Nice, il y a eu plus de 80 personnes qui décédées. En Italie, en Allemagne, un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, le 11 septembre. Donc, est-ce qu'on peut dire, même à Londres, vous connaissez la réputation de la police de Scotland Yard. C'est une police assez efficace, assez organisée. Vous connaissez la réputation des forces spéciales en France. Vous connaissez la réputation des Marines américaines. Mais jusqu'à là, ces grands pays n'ont pas pu prévenir les attaques. Et ça veut dire que les attaques, c'est quoi? Nous avons des cibles, nous avons des chapeaux, nous avons des indices et nous essayons de mettre des garde-fous pour que les terroristes ne passent pas l'attaque. Mais dès lors que c'est une guerre asymétrique, alors votre voisin peut vous attaquer le soir et disparaître. Donc les mécanismes seront toujours là, on prend des dispositions, mais sachant que, comme je vous ai dit, le terrorisme c'est l'obscurantisme et c'est des gens qui agissent vraiment quand on peut ne pas s'attendre. Bien évidemment, les ont renforcé, les mesures sont là, parfois ces mesures sont même dissuasives. Mais jusqu'à là, soyons honnêtes, les terroristes vont toujours profiter de certaines complicités. Et voilà pourquoi nous dénonçons les complicités. Nous ne gagnons rien, il ne faudrait pas qu'il y ait des complicités avec les terroristes. Et parce que tant que nous ne les dénonçons pas, tant qu'il n'y a pas un front commun contre l'obscurantisme, nous serons toujours victimes de cette nébuleuse qui malheureusement menace le monde entier. Collaboration armée-nation, quel défi? Question posée aux journalistes dans la rubrique édito. On peut comprendre qu'une bonne partie de la population ait peur de représailles des sécessionnistes qui vivent avec elle dans ces régions-là au quotidien. Ensuite, il y a au-delà de la peur, la complicité, parce que beaucoup de ces populations partagent d'une certaine manière la cause défendue par les sécessionnistes. Les populations du nord-ouest et du sud-ouest sont prises en étau. En étau, pourquoi? Parce que d'un côté, il y a des pouvoirs publics qui recherchent des rebelles, qui recherchent des assassins, qui recherchent ceux qui sont à l'origine des exactions. De l'autre côté, les responsables, tout au moins ceux qui sont des acteurs principaux et qui tapissent dans cette zone-là, c'est-à-dire au nord-est et au sud-ouest, sont à la recherche également des populations qui pourraient éventuellement les dénoncer. Ils évitent de dénoncer parce que les lendemains pour eux ne sont pas du tout assurés.
l'école de Koumba, par exemple, qui a été attaquée l'autre jour, a une PTAs. Et les parents de cette PTAs et les enseignants de cette PTAs, qui en temps normal se réunissent pour protéger l'école, pour l'équiper, pour l'alimenter, pour la soutenir, devraient être les premiers à l'avant-garde du mouvement de dénonciation, à l'avant-garde du mouvement de sécurisation, de protection de l'école. Que ce monde-là, que tout ce monde, enseignants et parents, soit aujourd'hui en retrait, silencieux, me semble quelque chose de pas particulièrement compréhensible, surtout au moment où les exactions se multiplient. Monsieur le ministre, il y a un mot que vous avez utilisé lors de votre visite à Koumba, c'est le mot collaboration. Collaboration avec les forces de défense et de sécurité, collaboration avec vos collaborateurs, les autorités administratives. On constate que, mine de rien, il y a eu un lavage de cerveau d'un degré assez élevé dans toute cette zone, Koumba, mais également dans tout le département de Mémé. Qu'est-ce qui justifie cette méfiance des populations, beaucoup qui refusent de collaborer? Bon, je vous dis, au départ, il pouvait avoir méfiance. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, sans risque de me tromper, qu'il y a une bonne synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives. Et à chaque fois que nous bénéficions de ce type d'informations, on essaye de suivre les cibles et on arrive toujours à mettre main. Donc nous demandons aux populations, la collaboration est très importante. Parce que les populations aujourd'hui constatent qu'il n'y a rien, je dis bien rien de bon qu'on puisse tirer des sécessionnistes, des terroristes. Sauf que c'est des populations qui vivent dans la peur, monsieur le ministre. Alors cette population, de qui elles ont le plus peur? Est-ce de l'armée ou alors des terroristes? L'armée accompagne les populations avec leurs occupations. Les terroristes distillent la peur en disant, par exemple, que quand vous envoie un message dans votre téléphone, donnez-moi de l'argent, sinon je viendrai vous chercher demain. Voilà pourquoi nous disons aux populations, si vous recevez un message dans votre téléphone, quelqu'un vous dit, venez me donner de l'argent, sinon je viendrai vous kidnapper. Donnez le message à la police, à la gendarmerie. Nous avons des mécanismes à travers ce contact de remonter jusqu'à trouver le terroriste. Mais si vous prenez l'information, vous gardez l'information, vous serez ciblé tôt ou tard. Donc nous disons la collaboration. Et la collaboration, c'est une synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité, les populations et les autorités administratives. Et d'ailleurs, vous constatez maintenant qu'aujourd'hui, lorsque nous disons, par exemple, qu'on va un peu réduire l'effectif de l'armée quelque part, les populations ne sont plus d'accord. Les populations disent qu'il faut renforcer la présence des forces de défense et de sécurité. Parce que cette présence est dissuasive. C'est une présence dissuasive. Alors, il y a les populations, mais il y a également les forces vives locales, les chefs traditionnels et l'Église. Quel est l'état de la collaboration avec ces différents corps-là? Au départ, disons-le, les terroristes bénéficiaient de certaines complicités parce qu'il y avait un double langage. Il y a des gens qui condamnent le jour, mais la nuit, ils sont avec les terroristes. Mais aujourd'hui, vu les dégâts, parce que nous parlons quand même, je prends quelques cas, on a neutralisé un terroriste à Yéké il n'y a pas longtemps. Quand vous regardez le téléphone d'Ayéké, il y a 127 personnes qui ont été exécutées sommairement par un seul terroriste. Quand vous prenez le cas de Fontaine Maddock qui a été neutralisé à Bamenda, vous regardez dans son téléphone, il a exécuté froidement 98 personnes, y compris la mère de ses deux enfants. Alors, vous voyez donc, nous disons aux populations que ça ne sert à rien de traiter avec ces gens. Vous devez les dénoncer parce que la sécession a échoué. Monsieur le ministre, à quelques jours après ces massacres de Koumba, nous avons vécu à une scène où certains séparatistes mettaient de fausses informations dans les réseaux sociaux concernant des tueries à Ombe, certains disaient à Limbe, ce qui démontre qu'ils ne dorment pas pour déstabiliser cet élan prise pour un bon retour de nos enfants à l'école. Nous avons l'impression que l'État ne peut rien contre ces commanditaires-là qui, malheureusement, ne sont pas dans notre pays. Le Cameroun a des vrais ou des faux amis. Sinon, pourquoi ils ne sont pas encore arrêtés? Alors, je vous dirais, je commencerai par une phrase célèbre
du président Paul Biya. Il n'y a pas longtemps, il disait devant le corps diplomatique que le terrorisme est une menace globale. Et le chef d'État a précisé, en menace globale, il faut une riposte globale. Ça veut tout simplement dire que si nous sommes tous d'accord que le terrorisme est une menace globale, alors un terroriste qui quitte le Cameroun, qui va dans un pays voisin, ne peut pas rester dans ce pays voisin pour mener une guerre contre son pays. Et je crois que nous saluons ici l'exemple du Nigeria, où il y avait des Camerounais égarés qui sont allés au Nigeria pensant qu'ils pouvaient déstabiliser le Cameroun à partir du Nigeria. Ça n'a pas marché parce que le gouvernement a mis, n'est-ce pas, les a renvoyés en disant que allez répondre de vos forfaits dans votre propre pays. Alors les gens disent que bon, ces gens se baladent, bien évidemment, mais la plupart de ces gens, il y a des mandats d'arrêt. Tous ces gens-là, la plupart, ils sont sur les coups de mandat d'arrêt. Donc, ce que nous disons aux pays amis, je vois que nous constatons d'ailleurs qu'après le massacre de Kumba, pratiquement tous les pays du monde ont condamné cet acte barbare. Mais il ne suffit pas de condamner. Il faut aller au-delà de la condamnation. Il faut aller au-delà de la condamnation en posant des actes concrets. Ça veut dire que les commanditaires doivent être interpellés et renvoyés au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois que nos pays amis, vraiment, qui sont vraiment des pays amis, et le chef de l'État l'a si bien dit. Vous regardez ce qui se passe en France aujourd'hui. On peut égorger dans une église, on peut égorger un enseignant, on peut faire ceci. Ça veut dire, en fait, le président Paul Biya avait vu juste. Le terrorisme est une menace globale. Et à menace globale, il faut une riposte globale. Donc une synergie d'action entre tous les États du monde. Comme ça, il n'y aura pas de cachette pour les terroristes en ce moment-là. On va neutraliser véritablement le phénomène de ce terrorisme. C'est une nébuleuse qui nuit sincèrement à la stabilité des pays. Alors pour revenir au Cameroun, Monsieur le ministre, pensez-vous que le massacre de Kumba vient briser les efforts de normalisation? Je ne le dis pas, vous savez, c'est ça le but recherché par les terroristes. Mais de l'autre côté, nous avons un État fort, un État stable. N'oublions pas, mais quand les gens ont commencé ces activités dangereuses, c'était des revendications corporatistes, en disant que les avocats n'ont pas ceci, les enseignants n'ont pas cela. Je reçois chaque jour les avocats et les enseignants. Il y en a qui sont honnêtes, qui me disent, Monsieur le ministre, vraiment, nous devons dire merci au chef de l'État, parce qu'il est allé au-delà de ce qu'on demandait. Quand ils ont commencé cette guerre insurrectionnelle, ils ont dit que nous aurons, n'est-ce pas, la reconnaissance internationale. Aujourd'hui, force est de constater que les terroristes n'ont aucun soutien au plan international. Et les terroristes ont prétendu qu'ils vont avoir un soutien des pays africains. Aujourd'hui, force est de constater que les terroristes n'ont aucun soutien au plan africain. Les terroristes ont utilisé les populations comme des boucliers, les intimidations, les menaces, les kidnappings pour faire peur aux populations. Aujourd'hui, les populations ont compris que le chemin, c'est il faut soutenir le gouvernement et travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité pour barrer la voie aux terroristes. Les terroristes, même chez Dieu, n'ont pas de soutien. Qu'est-ce qui reste aux terroristes? Le diable, le Satan. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui pactise avec le diable et le Satan? Nous disons que force restera à la loi. Donc l'acte de combat, c'est regrettable, c'est malheureux, mais la logique, c'est d'ébranler la République. Les terroristes ne peuvent pas ébranler la République. Sauf que, Monsieur le ministre, c'est vrai, pas mal de concessions ont été faites par le gouvernement, le chef de l'État, sauf qu'il y a certaines personnalités politiques et morales qui demandent plus d'efforts, surtout en ce qui concerne le dialogue. Tenez par exemple, tenez par exemple le député Cabral Libi qui dit, écoutons Bibi Simancho, le révérend Fonky Samuel Foba, moderator of the PCC, qui dit vouloir un dialogue plus inclusif. Certains parlent de faire ressortir le document du cardinal Tubé. Bon, vous savez, la particularité du Cameroun est que tout le monde est intelligent et tout le monde peut donner des leçons. Sans pour autant faire son travail, on pense que c'est l'autre qui fait mal son travail. Je voudrais vous dire, et je le dis chaque fois, que le président Paul Biya est le Camerounais le mieux renseigné.
De par la Constitution, le chef de l'État définit la politique de la nation. Et cette politique est mise en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement. Après avoir écouté tout le monde, le chef de l'État a décidé d'un grand dialogue national. Le mot « grand dialogue national ». Et le Premier ministre, chef du gouvernement, a été nommé président du grand dialogue national. Et lorsque vous constatez comment le grand dialogue national a été géré, le Premier ministre, chef du gouvernement, a consulté beaucoup de personnalités avant et après le grand dialogue national. Il a écouté des gens, les gens ont fait des propositions, il y a plusieurs ateliers. À la fin du grand dialogue national, les recommandations ont été mises sur la table. Cette recommandation mise sur la table, le chef de l'État a fait un tweet en disant que les recommandations, on tiendra compte de leur pertinence en fonction des moyens. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Parce que certaines élites ou certaines forces vives de la nation estiment que ce grand dialogue n'a pas encore atteint tous ses objectifs. Je dis donc d'abord que le grand dialogue national a été un dialogue inclusif. Inclusif parce que le Premier ministre a permis à tout le monde, du moins les Camerounais de bonne foi, de faire des propositions concrètes. Le Premier ministre a même demandé que ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, il y avait des sites, les sites Internet et tout ça, les sites où chacun pouvait faire ses contributions. Vous avez parlé du cardinal Toumi. Le cardinal Toumi avait un projet. Mais quand le chef de l'État a convoqué le grand dialogue national, il était même chargé d'un atelier. Alors, le cardinal est venu au grand dialogue national et il avait son document. J'ai acheté son document. Mais il a d'abord participé au grand dialogue national convoqué par le chef de l'État. Parce que c'est lui qui a le mandat de gérer les Camerounais. Je crois que c'est ça l'attitude responsable. Qu'est-ce qu'il faut écouter? Les Camerounais à part entière qui ont accepté de contribuer au grand dialogue national, ou les Camerounais politiciens véreux qui, de surcroît, n'ont reçu aucun mandat pour parler au nom d'un peuple et qui pensent qu'ils devraient être traités comme les Camerounais entièrement à part. C'est là où nous disons que ce n'est pas possible, c'est de l'imposture. Et que répondez-vous à ceux qui appellent à un cessez-le-feu? Cessez-le-feu de quoi? Est-ce que nous allons mettre un État légal qui a le monopole de la violence positive au même niveau que des terroristes qui ont pris des armes et qui, de surcroît, ne peuvent même pas gérer une boutique et vous demander de dialoguer avec. Non, soyons sérieux. Le cessez-le-feu s'applique dans un cas où un État n'arrive plus à s'auto-gérer, où un État n'a pas les moyens de sa propre défense, où ce sont les autres qui doivent venir aider un État à gérer sa propre défense. En ce moment, ayant constater, n'est-ce pas, cette défaillance, les autres vont revenir avec, on a les MINUSCA et tout, on a vu ailleurs, où on dit maintenant que comme vous êtes incapable et les autres contrôlent une partie de votre territoire, en ce moment, on parlait en cessez-le-feu. Le Cameroun compte 360 arrondissements, 58 préfets, 10 régions. Tout le personnel est en place. Même Boko Haram, qui était mieux structuré, qui avait plus de moyens que les terroristes du nord-ouest et du sud-ouest, Boko Haram n'a pas pu occuper 1 mètre carré de notre territoire. N'oublions pas que dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous avons affaire à nos enfants, à nos propres enfants, à qui le chef de l'État toujours donné la possibilité de déposer des armes et de réintégrer la République. Voilà pourquoi dans ces deux régions, nous sommes dans la logique de la pédale douce. Nous allons graduellement. Alors, monsieur le ministre, il y a une autre opinion, celle de l'honorable Cabral Libby, qui lui, par contre, demande de recourir à l'article 9 de la Constitution au regard des exactions qui sont commises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, notamment en ce qui concerne l'instauration de la proclamation de l'état d'urgence dans ces régions-là. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, bon, Cabral Libby, c'est un jeune politicien, c'est vrai, il est libre de ses idées, il demande que le chef de l'État peut décréter l'état d'urgence. Mais est-ce que la menace dans les deux régions peut conduire le chef de l'État à décréter l'état d'urgence? La réponse, je dis non. Puisque nous avons combattu Boko Haram, qui avait des chars, des blindés, les armes de guerre, avait une milice structurée, sans recourir, n'est-ce pas, à l'état d'urgence. Et il faut savoir que l'appréciation de la menace par les populations n'est pas la même chose. Le chef de l'État est le chef des armées. Et regardez comment nous sommes structurés.
Le chef de l'État reçoit les rapports chaque jour du ministre de la Défense, du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, DGSN, directeur général des recherches et des autres services spécialisés, y compris les autorités administratives. Et c'est sur la base de l'évaluation des rapports de sécurité que le chef de l'État donne des orientations lorsque nous sommes confrontés à des défis sécuritaires. Donc si jusqu'à présent, le chef de l'État n'a même pas décrété un commandement, parce qu'il y a le commandement opérationnel. Le commandement opérationnel, c'est une autre étape. Et puis on a le commandement opérationnel, on parle... Non, le chef de l'État maîtrise parfaitement la situation. Alors, quel est l'impact du massacre de Koumba sur le système éducatif? Réponse d'un enseignant. Juste après l'incident qui a eu lieu le 24 ici à Koumba, c'est tout à fait normal que les parents, cette peur, comment je peux dire, cet enthousiasme réduit entre les parents. Déjà, je veux bien dire que les élèves que nous avions ici même à l'école, le nombre a vraiment réduit. Je dis vraiment réduit. Mais on espère que dans les jours à venir, ça va encore augmenter. Donc c'est tout à fait normal. Les parents ont peur, les élèves ont peur, tout le monde a peur, mais on prie que la situation s'améliore. Donc nous appelons à la haute hiérarchie de revoir, n'est-ce pas, les stratégies, de mettre fin à cette crise anglophone. Alors, Monsieur le ministre, vous venez d'écouter cet enseignant qui nous fait part de ce que le taux de fréquentation des écoles a considérablement diminué depuis le massacre du 24 octobre dernier. C'est tout à fait normal. Quand on est sur le choc, vraiment, on fait un peu de recul, mais je crois que le gouverneur des régions, ils sont avec les populations, les délégués en charge du secteur éducatif font un peu de sensibilisation. Et je pense que d'ici quelques jours, quelques temps, il y aura une reprise normale pour qu'on puisse atteindre le niveau de la rentrée scolaire qui, disons-le, était un succès total. Et je vous le dis, l'objectif recherché par les terroristes, c'était de briser cet élan pour que les enfants n'aillent pas à l'école. Ils prêchent le boycott de l'école. Les terroristes vont s'attaquer aux biens privés, aux édifices publics. C'est comme dire, moi, je n'ai pas de maison, j'ai détruit des autres maisons. Vous allez violer les filles, briser l'avenir des gens, égorger les populations, perturber la quiétude des populations. Les routes sont détruites, les hôpitaux sont incendiés, les biens privés et publics sont détruits. En ce moment, c'est des gens qui ne veulent pas le développement. Donc, quelle caution peut-on donner à ceux qui ne veulent pas le développement? Nous leur disons, il est temps pour vous de changer. Selon vous, ces populations dont nous parlons vont souffrir, j'ai envie de dire, jusqu'à quand? Quand vous allez dans le département de Dongamandou, par exemple, les enfants vont à l'école en tenue. Parce que dès le départ, les populations ont dit que nous n'en voulons pas. Il y a des départements comme ça dans le nord-ouest et dans le sud-ouest où il n'y a pas de ville morte, où les populations, dès le départ... Le problème, c'est que quand vous avez pactisé avec le diable, ça devient un problème, n'est-ce pas, de faire marche arrière. Donc, il faut condamner le terrorisme. Donc moi, je dis, vous savez, chacun vient avec les idées. On a fait ceci, on a parlé de cessez-le-feu, qui est un mot qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, on parle de l'amnistie. Le chef de l'État est allé au-delà de l'amnistie. L'amnistie, il s'agit de quoi? Vous avez commis des faux faits. Vous avez été jugé. Vous avez été condamné. Vous avez épuisé toutes les voies de recours. Je dis bien toutes les voies de recours. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est à l'issue de ça que vous allez donc dire au chef d'État que, bon, puisque j'ai épuisé toutes les voies de recours, je n'ai plus de possibilité, Monsieur le Président, je demande la grâce présidentielle. Ça prend 3, 4, 5 ans. Mais le chef de l'État demande déposer les armes. Vous allez dans les centres DDR. C'est une porte de sortie honorable pour vous. C'est le chef de l'État qui parle. Une porte de sortie honorable. Nous avons convaincu les ex-terroristes qu'ils ont déposé les armes. Et quelle est la particularité des centres? Les centres, c'est désarmement, démobilisation et réintégration. Les mots sont bien choisis.
Ça veut dire que quand vous avez déposé les armes et vous êtes accueilli dans ce centre, d'abord, on ne doit pas, vous savez, ces enfants vivent sur le coup de la drogue, les terroristes. On doit d'abord tenter de vous réhabiliter. Ensuite, vous avez dans un contexte où vous apprenez au moins un métier. La maçonnerie, la menuiserie, l'électricité, la couture. Vous avez vu les centres de Bamenda et de Boya. Alors, quand les gens sont là, il y a l'informatique qui a été introduite dans un centre. Ça veut dire qu'à l'issue de votre formation de 6, 8 ou 9 mois, vous avez un diplôme qui vous permet de mieux vous intégrer dans la vie. Ça, c'est au-delà de l'amnistie. Je leur pose souvent la question, mais vous étiez en brousse. Qu'est-ce qui vous a amené en brousse? Et puis on m'a raconté des histoires dormies debout, que les terroristes sont venus, par exemple, leur dire que le sac de cacao, c'est 100 000 francs. Si nous avons l'indépendance, on va payer le sac de cacao à 1 million de francs. Ils ont dit aux gens, par exemple, que les fonctionnaires qui gagnent 200 000, s'il y a un autre État, les mêmes fonctionnaires vont gagner 2 millions de francs par mois. Ils ont dit aux gens, par exemple, que les fonctionnaires vont travailler, les commerçants vont travailler, on ne va pas payer les impôts. Alors c'est pour cette raison qu'ils nous ont embarqués dans cette histoire. Il y en a qui nous ont même dit qu'on m'a dit, par exemple, si je tue quelqu'un, je tranche la tête, on va me donner 5 millions de francs. Je suis allé, j'ai tué quelqu'un, j'ai tranché la tête. Quand j'ai amené la tête, on m'a donné 50 000 francs CFA. À partir de cet instant, les enfants ont commencé à comprendre que ces gens-là nous amènent où? Monsieur le ministre, beaucoup sont toujours en brousse. Qu'est-ce qui justifie ça? La peur de sortir, d'être arrêté? Est-ce que ces centres-là jouent la publicité pour l'État? Parce que je me dis que si d'autres qui sont en brousse voient ceux qui sont passés par là, ils seront encouragés de sortir. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, pourquoi c'est un homme qui n'est pas insignifiants, qui sont toujours en brousse? Est-ce que c'est la complicité des parents qui ne cherchent pas à savoir où se trouvent les enfants, ou c'est parce qu'il y a aussi la peur? Je commencerai par là. Je vous donne un exemple. Si j'ai 7 enfants et je constate que depuis 3 mois, j'ai 3 enfants qui ne sont pas chez moi, je crois qu'en tant que parent, je dois appeler les enfants parce que je sais que s'ils ne sont pas chez moi, ces enfants sont en brousse. Alors si chaque père fait son travail, et si mon enfant ne veut pas sortir là, je connais des parents qui ont dénoncé leurs propres enfants en brousse. Les parents qui sont arrivés à la gendarmerie pour dire que j'ai mon fils, il est en brousse, il est dans ce camp. J'ai tout fait pour qu'il ne veut pas sortir. Vraiment, je suis venu vous donner cette information parce que je suis chrétienne. Je n'accepterai jamais que mon enfant boive le sang parce qu'ils sont en train de tuer les gens. Alors voilà les parents responsables. Mais si vous êtes un parent, votre enfant est en brousse, il va tuer quelqu'un, il prend 15 millions, il vient vous donner. Et vous utilisez cet argent du sang. Ça veut dire que vous êtes en train d'encourager cet enfant à demeurer dans cette situation illégale. Donc chaque parent, parce que si chaque père, ces enfants ne viennent pas de la planète Mars, Mercure, Jupiter, non, c'est les enfants, ce sont nos enfants. N'oubliez pas qu'il y a l'économie de guerre. Il y en a qui profitent de cette situation. On a arrêté un terroriste, il avait 120 millions de francs. 120 millions de francs dans sa chambre. Et qu'est-ce qu'il faisait? Vous êtes braqué, on vous demande, on prend votre voiture, on dit pour récupérer la voiture, donnez-moi 2 millions. Je vous donne la voiture. Il y a un autre qui dit, on prend votre enfant à l'école, donnez-moi 1 million. Voilà comment. Donc, vous savez, il y a la peur, mais les gens doivent vaincre la peur. Il n'y a pas longtemps à Widikoum, les populations sont sorties pour arracher 3 Kalachnikov. Les terroristes sont allés au marché, mais les populations sont sorties pour dire « nous avons été assez complaisants, c'est terminé ». Alors donc, il faut une dose de courage, il faut de la détermination, il faut faire confiance aux forces de défense et de sécurité, il faut faire confiance aux autorités administratives. Et chaque, le prêtre, le pasteur, les chefs traditionnels, en disant aujourd'hui que la sécession, c'est une guerre sans issue, c'est une aventure sans lendemain. Il ne peut pas marcher dans le contexte camerounais. Et le chef d'État a dit, le Cameroun, c'est le Cameroun. Si les gens ont l'habitude de faire des aventures dans d'autres pays, arriver au Cameroun, faites attention. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Parce que les expériences, et peut-être ce que les gens réussissent ailleurs, le Cameroun, c'est un terrain beaucoup plus compliqué. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Pendant que nous dormons, à 2 h du matin, le chef d'État donne des orientations au service.
vérifiez-moi cette histoire. À minuit, le chef d'État donne des orientations, vérifiez-moi cette situation. Est-ce que le gouvernement a encore plusieurs cartes à changer la situation sur le terrain, à part des solutions militaires? Est-ce que le gouvernement a encore des possibilités de faire quelque chose pour qu'il y ait plus de sérénité dans ces deux régions? Vous savez, il n'y a pas une option militaire pour le gouvernement. Ça, je vous le dis, il n'y a pas une option militaire. Si vous avez un enfant, vous n'avez pas vu votre enfant depuis 1 mois, 2 mois, c'est à vous d'aller dire à la police que je n'ai pas vu mon enfant. Ça veut dire que mon enfant peut être en brousse. Et vous donnez l'identité de votre enfant. Et si votre enfant a l'habitude de vous appeler au téléphone, vous donnez également le numéro de téléphone. En ce moment, les forces de maintien de l'ordre vont aller récupérer votre enfant. On va le ramener dans un centre, il sera réhabilité. Et il sera un citoyen utile pour la société. N'oubliez pas que le chef de l'État le dit chaque jour. L'œuvre de la construction nationale est ouverte à tout le monde. Chacun doit participer à l'édification de notre destin commun. C'est une mission, personne n'est exclu et personne ne doit s'exclure. Donc c'est des efforts collectifs qui nous amènent à régler les problèmes. Voilà qui est bien clair. Y a-t-il pire souffrance qu'on puisse infliger à un parent que de lui arracher son enfant atrocement, comme ça a été le cas à Kumba le 24 octobre dernier? Laurence Okalia répond par la négative dans ce zooming. Imaginez-vous faire un baiser sur le front de votre enfant le matin et devoir recouvrir son corps inerte et ensanglanté le soir. Vous pouvez vous l'imaginer, mais nul ne pourrait ressentir la douleur des parents de Victory. Sa mère, qui venait à peine de subir une opération, a perdu connaissance à l'annonce du drame. En réalité, elle ignore qui elle est. Nous l'ignorons tous, car il n'y a pas de qualificatif pour des parents qui perdent un enfant. J'ai beaucoup donné pour qu'il devienne quelqu'un. J'ai beaucoup fait pour lui. Et au moment dont j'espère qu'il devienne gamin, c'est la mort qui lui surprend. C'est comme une bombe dans toute la famille. Et si j'ai encore vraiment le courage, c'est par la grâce de Dieu pour concevoir cet enfant. C'était 9 bonnes années de stérilité. C'est mon premier sang. C'est mon premier fils. Et le seul, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore un autre fils. Le cauchemar des parents de Victory se vit actuellement dans 6 autres familles. On pleure un passé de paix dans ces régions. On pleure un présent baigné dans le sang des innocents. On pleure un futur incertain. Les larmes de ses parents ont fait déborder le vase. C'est des crimes de trop que le Cameroun entier condamne, que la communauté internationale condamne. L'éducation ne saura être écrite en lettres de sang des innocents. Madame, Monsieur, sur le plateau avec moi pour cette deuxième partie de scène de presse, l'abbé professeur Jacques-Philippe Tchala, qui est prêtre, psychologue et chef du département de psychologie à l'université de Yaoundé 1 et par ailleurs recteur du grand séminaire d'Otélé. Bonsoir professeur Abbé, bienvenue sur le plateau. Merci, bonsoir madame. À ma gauche, Florence Mequeux, qui est chef du département du contrôle de la qualité des journaux parlés au poste national de la CRTV. Bonsoir Florence. Bonsoir Lucrèce. Professeur Abbé, vous venez donc de voir ces images que nous propose Laurence Okalia. Qu'est-ce que cela traduit pour vous? Qu'est-ce que cela suscite en vous? Ces pleurs, ces cris, cette détresse humaine? Avant de vous répondre, je voudrais d'abord m'incliner respectueusement devant la douleur des familles avec une pensée pieuse pour ces innocents qui ont trouvé la mort alors qu'ils espéraient leur avenir dans leur salle de classe.
Ce que je vois dans ces images, c'est une détresse profonde des familles et des proches face à ce qui peut être considéré comme une véritable horreur. Et je pense que toute la nation a été frappée par cet événement, au-delà du contexte, surtout parce qu'il s'agissait des innocents qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe de ce côté-là. Alors, vous parlez de détresse il y a quelques instants. Dans quel état sont ces familles endeuillées? Dans quel état psychologique peuvent-elles être? Je pense que nous pouvons véritablement parler de traumatisme. C'est-à-dire que le traumatisme, c'est l'ensemble des dispositifs psychiques qui sont mis en place par un individu, une communauté, pour dépasser quelque chose qui l'a complètement bousculé. Ça peut être une catastrophe comme celle qu'on a vue, ça peut être un viol, ça peut être une violence extrême, ça peut être le harcèlement moral. Et on a affaire à des individus qui sont complètement désemparés, qui sont surpris et qui sont choqués et qui ne savent pas exactement quoi faire. Et le traumatisme est suivi par ce que nous appelons le stress post-traumatique qui peut installer l'individu dans une situation qui peut être à la limite paralysante. Les peurs? Professeur, oui. Revenons sur ces enfants qui ont vécu l'horreur à Kumba. Peuvent-ils tous s'en sortir sans séquelles? Alors, vous savez, quand un événement comme ça arrive, ils trouvent chacun avec son dispositif. Nous ne sommes pas égaux face à la souffrance, compte tenu du fait qu'il y en a qui ont déjà subi des souffrances avant. Il y en a qui peuvent s'y attendre et d'autres qui peuvent être complètement surpris. Mais ce qu'il y a lieu de faire, je pense qu'il faut déjà organiser des prises en charge à plusieurs niveaux. D'abord, pour les enfants qui ont été en contact émotionnel avec ces événements, dont toute la salle de classe, et puis l'école qui a aussi eu son traumatisme à son niveau, et je pense également à toutes les écoles de la région, puisque 2 ou 3 jours après, il y a eu une fausse alerte. 3 jours après, il y a eu une fausse alerte. Alors la fausse alerte a marché parce que précisément les gens sont angoissés et traumatisés et il y a comme une psychose qui peut à tout moment déclencher des scènes de panique. Aujourd'hui, les victimes, vous l'avez dit, vivent dans la peur, dans la crainte de nouvelles représailles. Que faire face à un enfant qui développe des situations de stress aigu dans ce cas-là? Il faut le prendre en charge. On croit toujours qu'on peut s'en sortir tout seul. Ces situations montrent très bien que les ressources personnelles dont nous disposons sont devenues insuffisantes pour que nous puissions nous en sortir. Et s'agissant des enfants, ils sont encore plus faibles face à de telles épreuves. Prendre en charge, et cette prise en charge doit se faire par des professionnels, notamment des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux qui sont spécialisés dans ce type d'agression, et ensuite organiser aussi des séances collectives de communication et de prise en charge, n'est-ce pas? Non pas seulement pour les enfants, mais parce que le traumatisme touche également les familles et les proches, n'est-ce pas? Donc c'est une entreprise qui doit être engagée au plus tôt. Bon, je signale qu'il y a un numéro vert qui va s'afficher au bas de votre écran. C'est une cellule d'écoute qui a été mise en place par le ministère de la Santé publique. Alors, je voudrais rester dans le prolongement, continuer avec cette question que vous a posée Florence Meukeye il y a quelques instants. Qu'est-ce qui doit désormais alerter les parents? Alerter les parents, vous savez, lorsque nous parlons de traumatisme, rien n'est annoncé à l'avance. Hein, c'est comme un accident. Hein. Seulement, c'est dommage. Est-ce que c'est des pleurs dans la nuit? Est-ce que c'est des cris? Est-ce que c'est un enfant qui se replie sur soi? Qu'est-ce que ça peut être? Oui, alors si vous parlez des symptômes, alors il y a plusieurs étapes. Alors, il y a d'abord l'étape du choc, et puis la manière dont ces événements sont associés. Par exemple, ce qui arrive, c'est qu'il est possible que les enfants revivent cette scène-là comme des cauchemars dans la nuit ou même de jour. Ils sont traumatisés. Ça, ce sont des symptômes qui montrent vraiment que... alors, il y a aussi d'autres manifestations, perte d'appétit, crainte de l'école, des phobies qui peuvent naître, c'est-à-dire des peurs de tout, peur de l'école, peur des armes,
peur des outils, s'ils ont vu des machettes, des choses de ce genre-là, eh bien, de toutes les façons, il y a des symptômes qui sont tellement observables que, même sans être psychologue, les parents peuvent se rendre compte que leurs enfants développent des comportements qui sont au moins troublés. Vous avez parlé tout à l'heure de prise en charge et selon vous, comment se manifesterait cette prise en charge-là sur le terrain, concrètement, la prise en charge des parents, des enfants, des enseignants? Alors, nous sommes là dans le domaine de la protection sociale, donc il y a des initiatives qui doivent être prises à tous les niveaux. La première consiste à rassurer les familles, parce que lorsqu'on accompagne les familles, il y a deux notions. Il y a d'abord le dispositif qui peut être pris. Il y a le déplacement des personnes qui sont censées protéger les populations. Je crois qu'il y a eu des délégations qui se sont rendues sur place. Mais en même temps aussi, on a en face des personnes qui ont véritablement vécu cela. Mais cette conception ne devrait pas s'arrêter à considérer les victimes comme des clients ou des personnes assignées. Il faut aussi y ajouter un certain échange pour d'abord écouter ce que les gens ont à dire, pour être sensible à ce qu'ils ont vécu, faute de quoi il va arriver ce que nous avons vu pendant qu'il y a une délégation qui parle, quelqu'un se lève pour protester, tout simplement parce que la dimension échange n'a pas été suffisante. Abbé professeur, le traumatisme a été vécu à l'échelle nationale. Ces images d'une rare violence ont choqué les Camerounais. Et comment assurer la prise en charge à l'échelle nationale? Alors, à l'échelle nationale, je pense qu'il faut d'abord communiquer. Je crois aussi que une émission comme celle-ci a pour objectif d'informer nos compatriotes et de les éclairer sur la nature de ces événements et sur la manière dont ils peuvent être gérés. Et à tout le moins, il faudrait toujours savoir que lorsqu'on parle de traumatisme ou d'accident, ce n'est jamais quelque chose qu'on a préparé à l'avance. Même si on se doute qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Mais une fois que c'est arrivé, le drame, c'est de penser que ça va encore arriver. Mais sait-on jamais. Alors, il y a aussi la dimension spirituelle, professeur Abbé. Est-ce que la prière peut être une solution? Si oui, comment? Alors, je suis d'accord avec vous pour la dimension spirituelle. Vous savez, lorsqu'il y a un drame quelque part, généralement, lorsque ce drame est lointain, ce n'est pas le cas, on se dit, ah tiens, il y a eu tel événement à tel endroit. Mais lorsque ce drame est proche, eh bien, nous commençons à nous poser des questions philosophiques et spirituelles. C'est le pourquoi moi. Alors le pourquoi moi renvoie à mes croyances, renvoie à la conception que j'ai de la vie et de la mort. Et c'est là que s'insère la spiritualité. Et puisqu'il s'agit de la mort, eh bien, les questions spirituelles se posent, bien entendu. Et ces questions, c'est sur le sens de la mort des innocents, sur le sens de la violence, et très souvent aussi, lorsque les hommes ne peuvent pas y répondre, le recours est celui de la spiritualité. On se demande pourquoi Dieu peut éventuellement laisser faire. Mais alors qu'en réalité, le mal, ce n'est pas Dieu qui nous l'envoie, c'est nous-mêmes qui le fabriquons. Vous savez, ce qui est arrivé, on ne peut incriminer que les acteurs de ces actions-là. Comment prier? Comment prier dans ce genre de situation? Comment prier? Mais on prie tout le temps. Vous savez, la Bible nous dit très bien qu'il faut prier sans cesse. Hein. D'abord, pour que des choses comme ça n'arrivent pas, et pour que lorsqu'elles arrivent, que nous puissions garder l'espérance qui est la nôtre, et puis nous souvenir que finalement, nous sommes poussière. Il est très important et sage de ne jamais perdre de vue que notre vie ne dépend pas seulement de nous, et les croyants savent que la vie dépend de celui qui l'a donnée, c'est-à-dire de Dieu. Et peut-être aussi que ces événements peuvent nous réconforter dans notre foi et changer nos comportements une fois que nous aurons compris qu'il est beaucoup plus sage de savoir que la vie vaut la peine d'être vécue, mais ceux qui croient savent très bien que nous sommes de passage sur cette terre. Quel peut être l'accompagnement de la communauté? Alors, l'accompagnement de la communauté, j'ai vu qu'on a une journée de deuil national. Et puis j'ai aussi vu que beaucoup de communautés religieuses ont engagé des actions de prière. Je pense que les victimes et les proches des victimes devraient être sensibles à ces initiatives
qui montre que tous nos compatriotes, qui qu'ils soient, sont à leur côté, parce qu'accompagner, c'est être à côté d'eux et non en face d'eux, sont à leur côté, et peut-être que ça peut quelque part réduire leur peine, parce que tous ceux qui sont en peine... Est-ce qu'il faut inscrire des messes pour ce qui est des chrétiens catholiques? Est-ce qu'il faut faire des nouvelles Oui, mais bien prières? sûr, lorsqu'on est croyant, on fait des prières, des messes, bien entendu, pour que le Seigneur prenne pitié pour ceux qui souffrent. Mais vous savez, on prie aussi pour que ceux qui ont perpétré ces crimes-là transforment leur cœur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Et l'Église? Alors l'Église, vous savez, le pape François, c'est une tradition, tous les mercredis fait une audience publique où il reçoit tout le monde. Dans une partie de cette audience, il a eu une pensée particulière pour les enfants de Kumba. Et je pense que ceux qui sont croyants se sentent vraiment spirituellement soutenus. Abbé professeur, malgré toutes ces initiatives, l'on note comme un regain de violence. L'Église a-t-elle failli à sa mission? Le discours religieux fondé sur la paix, la tolérance, l'amour fraternel, l'amour du prochain, il ne passe plus ce discours? Ou alors nous devons interroger les politiques? Oui, alors, nous sommes là dans les apparences. Vous savez, ce n'est pas de la pourfendrie. L'Église a 2000 ans, elle propose la bonne nouvelle aux âmes de bonne volonté. D'abord, ce n'est pas tous les Camerounais qui se comportent comme ce que nous avons vu. Il y a des gens qui ont accueilli l'Évangile en ayant des comportements adaptés à ce qu'ils croient. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de mal, et puis il y en a aussi qui l'ont refusé. C'est une proposition, ce n'est pas une injonction. Mais l'Église continue de proposer, et c'est sa mission dans le monde, la paix, la vérité et la justice. Elle ne s'arrêtera jamais, quelles que soient les circonstances. Professeur Abbé, l'Église, dans cette partie du pays, il faut le dire, a quand même tenu un discours ambigu pendant un certain temps. Aujourd'hui que ce drame arrive et qu'il vient s'ajouter à d'autres drames, comment doivent se comporter les pasteurs? Quels sont les discours que les pasteurs et les prêtres doivent tenir à la communauté des chrétiens aujourd'hui, aux fidèles chrétiens? Alors, je ne sais pas si je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez d'un discours ambigu. Moi, ce que j'ai suivi, qu'il s'agisse des pasteurs des églises frères et des catholiques et puis d'autres religions, c'est un discours très très constant. C'est la demande de la paix, la demande pour qu'on trouve une solution pacifique camerounaise à ce qui se passe chez nos frères du Nozo. Peut-être qu'il y a aussi des interrogations sur certaines lenteurs, mais je pense que l'Église a sans contradiction continué à demander que les gens se parlent et que les armes se taisent. Monsieur l'abbé, les Camerounais se posent toujours la question, les leaders religieux ont-ils véritablement joué franc jeu? On le sait, les terroristes vivent au sein de nos communautés. Oui, vous dites bien qu'ils vivent au sein de nos communautés, vous ne dites pas qu'ils vivent au sein de l'Église. Et l'Église est dans la communauté, voilà. Mais je crois que nous avons un discours constant, nous proposons la bonne nouvelle à tous, aux victimes, aux agresseurs, à ceux qui ne sont pas ceux qui ne sont pas chrétiens, mais il y a une constance. Maintenant, est-ce qu'il y a échec? Moi, je ne parle pas d'échec. Je dis qu'il y a des gens qui accueillent l'Évangile, mais il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de mal à l'accueillir. Donc, on ne peut pas parler d'échec. J'ai entendu beaucoup de solutions où des gens demandent qu'on fasse appel à je ne sais pas qui. Non. Vous savez, lorsque vous êtes en conflit et que vous faites venir un tiers, le tiers va résoudre le conflit en fonction de ses propres intérêts. Est-ce que les Camerounais sont capables de se parler entre eux? Si oui, faisons tout pour que cela se fasse. Si on a déjà essayé de le faire et que ça n'a pas marché, voyons comment on peut faire pour que tout le monde soit intégré dans un dialogue, mais à la condition que nous soyons tous de bonne foi. Parce qu'il est possible aussi que des personnes aient choisi délibérément de ne jamais s'associer à la paix. Alors contre cela, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Le retour à l'école pour ces enfants traumatisés se ferait dans quel délai selon vous?
Alors là, c'est une décision d'abord qui peut être administrative. Et quand je dis administrative, c'est qu'elle peut avoir des motivations qui ne sont pas nécessairement psychologiques. Parce qu'il est quand même question de montrer que la vie continue. C'est peut-être trop tôt de le dire. Mais je pense qu'il faut laisser un certain temps aux familles pour se reconstituer. Surtout pour cette école-là où c'est arrivé. Il faut d'abord faire un diagnostic pour voir quelle est la profondeur du traumatisme chez les enfants et chez les enseignants, parce que nous ne parlons pas suffisamment des enseignants, ce n'est pas eux qui étaient visés alors qu'ils étaient là, et à partir de là, voir comment progressivement recommencer à instruire nos chers enfants. Mais il faut du temps. Pour ceux qui nous regardent ce soir, dès ce soir par exemple, que faut-il faire ? Que faut-il faire tant sur le plan psychologique, mais surtout sur le plan spirituel en un mot? Alors sur le plan psychologique, nous devons commencer à nous organiser pour accompagner les familles et les enfants qui ont été durement frappés par ce drame. Sur le plan spirituel, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons continuer à prier parce que il nous a été demandé par le Christ de prier sans cesse. Il faut continuer à prier, quels que soient les événements. Nous prions lorsque les événements sont heureux, nous prions aussi lorsque nous sommes éprouvés et que nous ressentons la finitude humaine qui nous rappelle qu'il y a supérieur à nous et que Dieu est là et qui veille malgré tout, malgré nos fautes, malgré la violence que nous infligeons à nos concitoyens, mais c'est l'espérance qui nous permet de continuer à vivre. Nous mettons un terme à cette édition de Scène de Presse, une édition aux couleurs de Kumba en mémoire des 7 enfants tués dans cette partie du pays alors qu'ils ne demandaient qu'à apprendre un droit fondamental qui leur a été refusé. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Restez sur la CRTV.